Mesdames, Messieurs, bienvenue au MAG de ce soir dans l'actualité. Révocation du coordonnateur des programmes DDS et du DIRCAB du vice-premier ministre en charge de la Défense nationale. Autant des signaux qui démontrent l'intransigeance de la République à négocier avec le M23. Kinshasa est donc devenu méfiant face à tous ses partenaires impliqués dans la résolution de la gestion de l'Est de la RDC. Que comprendre de tout cela si pas que les Congolais soient devenus plus que jaloux de leur souveraineté? 13 recommandations sont sorties du séminaire des gouvernements. Ces assises de 3 jours qui ont permis à la Première ministre d'inculquer à son équipe gouvernementale sa ligne de conduite en rapport avec la vision du président de la République ont été saluées par l'opinion. L'opinion qui se rappelle aussi que ce n'est pas une première en RDC d'organiser ces genres de remises à niveau. D'où la question, ces séminaires étaient-ils une panacée pour enfin voir les désidératas de la population être pris en compte? Et aussi circuler sur les artères de Kinshasa devient de plus en plus un véritable calvaire. C'est dans un monde où les plus forts imposent sa loi que les taxis-motos, taxibus, véhicules à usagers privés, voire des officiels centrés, déchirent tout le monde est pressé. L'affaire a retenu l'attention du gouvernement pour l'élaboration d'un cadre pour réguler les cortèges des officiels. Voilà le sujet de ce MAG de ce soir. Et pour commenter l'actualité, le MAG du dimanche reçoit pour vous M. Corneille Moulumba, un des pionniers de l'UDPS. Bonsoir et merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Alors, d'entrée des jeux, M. Corneille Moulumba, quelles seraient vos propositions pour sortir l'UDPS de la crise actuelle? Moi, je ne parle pas de crise, moi je parle d'un cancer. L'UDPS est atteint d'un cancer. Et lorsque quelqu'un a un cancer, on ne le soigne pas avec des aspirines. Il faut un traitement de choc. Et le traitement de choc que moi je propose, c'est qu'on en revienne aux valeurs de l'UDPS, qu'on fasse un congrès de refondation qui nous permettra de revoir, repenser notre parti, de nous remobiliser, de nous mettre d'accord sur l'essentiel et de lui doter d'un bureau politique qui a le niveau des enjeux d'aujourd'hui pour l'Afrique, pour le Congo et pour l'Afrique. D'une part, qu'on ait des organes délibérants, qu'on mette en place des bureaux d'études, bref, qu'on fonctionne comme un parti normal, qu'on sache mobiliser aux 4 coins du pays pour que nous puissions affronter les défis que se posent à notre pays aujourd'hui. Merci, je reviens à vous après ceci. Kinshasa a vibré cette semaine par le procès contre Corneille Nangaa et consorts pour, entre autres, haute trahison, la révocation du coordonnateur du PDRCS et du directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Un tableau qui démontre l'intransigeance de Kinshasa à amorcer un dialogue avec l'agresseur rwandais. Kinshasa est donc devenu méfiant face à tous ses partenaires impliqués dans la résolution de la gestion de l'Est du Congo-Kinshasa. Que comprendre de tout cela si pas que les Congolais soient devenus plus que jamais jaloux de leur souveraineté? Sans gants, Félix Tshisekedi s'est déchargé sur son homologue William Ruto qui l'accuse de mauvaise gestion du processus de paix de Nairobi après son élection à la tête du Kenya. Selon ses propos, lors des échanges organisés par l'initiative de paix et de croissance en Afrique, Brookings, le chef de l'État congolais dit avoir fait le constat selon lequel Nairobi porte la cause du Rwanda. Félix Tshisekedi affirme voir dans le processus de Nairobi quelques embûches et le non-respect des engagements pris par le gouvernement de Kigali. Kinshasa espère qu'avec l'implication des États-Unis, une solution pacifique pourrait être trouvée dans le meilleur délai. Il y a eu 2 processus qui se sont dessinés, celui de la région même de l'Afrique de l'Est, qui avait été impulsé par l'ex-président Uhuru Kenyatta, qui malheureusement a été géré ensuite par le nouveau président William Ruto, et qui a très très mal géré parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus du tout... Ce processus est quasiment mort, à part le fait que le facilitateur désigné Uhuru Kenyatta est resté. Il a gardé quand même ce pouvoir, mais le processus est quasiment mort parce que le président Ruto a pris fait cause pour le Rwanda. Nous espérons évidemment qu'avec l'implication récente des États-Unis, qui vraiment ont été le pays qui s'est le plus impliqué dans cette crise, ben nous espérons arriver
à des solutions. Mais en tout état de cause, Kinshasa est devenu méfiant face à tous ses partenaires impliqués dans la résolution dans la question de l'Est de la RDC. Que ce soit pour ceux du bloc occidental, les voisins directs, surtout les frères africains, l'opinion congolaise devient réticente à tout supposé bons offices ou bonne foi quelconque. Que ceux qui se disent gérer les grandes institutions mondiales, il y a comme attribution de faire respecter les lois internationales, d'arrêter cette aventure de mauvais goût, des jeux de cache-cache au Kivu et dans l'Est de la RDC, en particulier pour assouvir leur soif économique et stratégique. Cette tendance était désormais contre les implications internes de Congolais qui prennent les armes contre leur propre gouvernement. C'est ainsi que, dans la foulée, le ministre de la Justice a annoncé des procès publics contre le compatriote qui accepte délibérément de s'allier aux ennemis de la RDC, quelles qu'en soient les raisons. Ces grands procès publics et historiques. Dans l'affaire qui va demain opposer l'auditeur supérieur avec les groupes de Corneille Nangaa, le gouvernement de la République a amené Corneille Nangaa devant le juge. L'ancien président de la CENI court au moins une prison à vie ou une condamnation à mort pour rébellion et haute trahison, telle que souhaitée par le gouvernement. L'initiateur du mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo, qui s'est allié aux ennemis de la RDC, dont le Rwanda et ses supplétifs du M23, défie les institutions légalement établies dans une croisade meurtrière qu'il mène dans la partie est du pays. Beaucoup voient dans cette guerre éminemment économique la pression de milieux occidentaux qui cherchent à amener le gouvernement congolais à engager le dialogue direct avec les rebelles. Comme si les pillages orchestrés depuis 30 ans à travers le Rwanda ne suffisaient pas, les ennemis auraient réactivé leur projet de balkaniser un territoire qui appartient aux seuls Congolais. L'ennemi reste un ennemi. Aujourd'hui, l'armée rwandaise est au Congo pour chercher nos terres et nos minéraux. Et donc, la population ne doit pas leur donner les lits pour qu'ils puissent continuer à prendre nos terres. Mais au sujet de tout éventuel dialogue avec Kigali et ses supplétifs, le gouvernement congolais, qui s'appuie sur l'opinion d'une large majorité des Congolais, tient d'abord et toujours au retrait sans condition de l'armée rwandaise et ses alliés des zones occupées. Nous l'avons dit et redit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Luanda. Avec le Rwanda, c'est le cadre qui a été choisi parce que vous avez suivi à la lumière de ce qui a été dit dans le rapport d'experts des Nations Unies que les terroristes, etc., n'existent pas ou ce ne sont que du supplétif. Donc il est hors des questions d'envisager, et ça c'est la position traditionnelle. C'est un secret des polichinelles. Le rebelle, dans leur plan, voudrait, à travers les négociations, injecter leurs hommes dans les institutions et l'administration du pays, avec la bénédiction de leurs mentors qui se recrutent parmi les tireurs de ficelles dans la situation qui sévit dans la partie est de la RDC. Ils étaient sûrs de leur plan, mais tout le monde comprend que les Congolais sont devenus jaloux de leur souveraineté. Raison pour laquelle ils encouragent les autorités à changer de partenaire et capitaliser les acquis de la montée des forces armées de la République démocratique du Congo pour dissuader les ennemis. Monsieur Corneille Mulumba, Kinshasa signe et persiste pas de dialogue avec le M23. Quelle serait la meilleure option pour mettre définitivement fin à la question de l'Est de la RDC? Mais il faut commencer par savoir, par identifier qui nous fait la guerre. Si quelqu'un engage des mercenaires et que ces mercenaires vous attaquent, qui vous fait la guerre? C'est le mercenaire ou bien l'employeur des mercenaires? C'est l'employeur des mercenaires. Donc, interrogeons-nous.
Le Rwanda est un petit bout de pays comme ça qui n'a aucun moyen de nous faire la guerre. Le Rwanda est dirigé par une équipe de mercenaires à la tête de laquelle se trouve Paul Kagame. Qui dit mercenaires dit qu'il y a des employeurs. C'est qui les employeurs? C'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, ainsi de suite. Que le pays que j'appelle le pays de l'axe du mal pour nous. Donc, si nous identifions celui qui nous fait la guerre, alors maintenant, on va voir, on va chercher quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Et au besoin, quel est son talon d'Achille. Il peut être très grand, très puissant, mais il peut avoir son point d'Achille et son talon d'Achille. C'est ça que nous devons nous faire réfléchir. Ces pays-là ont besoin de nos minéraux, parce que sans nos minéraux, leurs économies ne vont pas tourner. Donc, nous détenons quelque chose. Alors, pour moi, notre action doit aller dans deux ou trois sens. Premier sens, déployons dans cette partie est de notre pays, cette partie-là, au moins 50 000 de nos soldats. Nous les avons déjà. Déployons au moins 50 000. Nous avons des gisements de cobalt, de l'étain, de chrome, de nickel, tout ce que vous voulez. Nous pouvons engager l'un ou l'autre de ces gisements auprès d'un pays qui produit les armes pour nous armer, avoir des armes parmi les plus sophistiquées, les plus modernes. Nous serons en position. Nous pouvons avoir des avions qui peuvent larguer des missiles, choses comme ça. Nous pouvons les avoir. Lorsque nous avons ça, maintenant on dit aux Américains, Français et Britanniques, choisissez. Ou bien vous allez acheter le café et le thé au Rwanda, parce que c'est tout ce qu'ils ont, ou bien nos minéraux vous intéressent, alors vous devez cesser votre soutien au Rwanda. Entre-temps, nous stoppons notre production de minéraux. Nous suspendons notre production de minéraux. Vos dollars, vous les gardez, nous allons manger les bitécotés, nous allons manger les nunda et tout ce que vous voulez. Et avec ça, eux, ils seront déstabilisés, parce que leurs économies ne peuvent pas se permettre. Et on pourra mettre fin à la guerre. Et de l'autre côté aussi, mobiliser les Congolais. Nous sommes à peu près, on dit 15 millions d'habitants à Kinshasa. Si 10% de cette population descend dans la rue, ça veut dire 1 million de Congolais ou 1 500 000 Congolais. Je vous assure que les images vont être répercutées dans le monde entier. Mais récemment, il y avait des marches à Kinshasa et dans d'autres provinces. Il y avait des marches, même en dehors du pays, il y avait des marches. Non, ce n'est pas encore ça. Je parle bien 1 million à 1 500 000 Congolais de Kinshasa. Je ne parle pas encore de l'intérieur du pays ou de la diaspora. Dans la rue, je vous assure que le monde entier va en parler parce que, imaginez 1 million de personnes, c'est une marée humaine. Alors, ils comprendront, eux, que les Congolais sont fâchés et ils cesseront leur appui au Rwanda. Et s'ils cessent leur appui au Rwanda, à Kagame, je veux dire, il n'y aura pas de guerre. Donc, on est distrait dans des histoires de voyage ou des choses comme ça. C'est inutile. Mobilisons, faisons un travail auprès de la société civile dans ces pays qui nous font, dans ces pays, l'Europe, des États-Unis, de Grande-Bretagne. Mobilisons la société civile parce qu'elle, chez eux là-bas, va mobiliser l'opinion, va interpeller les partis politiques, va interpeller les membres du gouvernement. Alors, ils seront mis devant une situation où ils vont prendre des responsabilités. Nous avons, aujourd'hui, vous avez des téléphones portables. Ce qui se passe à l'Est, on peut filmer la manière dont on fait on nous traite là-bas. On peut filmer dans les camps. Et alors, nos chaînes de télévision peuvent diffuser ces images pour sensibiliser les Congolais, mais aussi pour sensibiliser les pays extérieurs. C'est pour ça que j'ai dit que le ministère que nous avons là de communication et tout ça devrait être supprimé. Nous avons plus Pourquoi? Même parce que c'est plus un ministère comment dirais-je, de démobilisation. Observez, on attaque, on prend Bunagana, le ministre vient et dit non, c'est un repli stratégique. On prend Kanyabayonga, voilà, c'est un repli stratégique. On va continuer comme ça à nous prendre nos terres sans que nous mobilisions les Congolais de 4 coins du pays. La chaîne nationale, elle est reçue sur l'ensemble du territoire national, dans la diaspora. Nous devons mobiliser les Congolais. Il faut que les Congolais se sentent dans leur chair que, voilà, celui qu'on tue là, c'est mon frère, celui qu'on viole, c'est ma soeur, ainsi de suite. À ce moment-là, le peuple peut se mettre debout. Sans que le peuple se mette debout, c'est difficile. Donc, je veux dire qu'on devrait plutôt créer un ministère de la MOPAP pour ne pas utiliser l'expression qu'utilisait à l'époque du même père parti-État. Mais c'est ça qu'on a besoin d'un ministère de mobilisation des Congolais. Observez notre chaîne nationale. Est-ce que vous sentez un effort particulier pour amener les Congolais à prendre conscience? Au contraire. Ce qui se passe dans les camps, on l'ignore. Oh, ce qui se passe là est désastreux pour nos compatriotes. Au nom de quoi
on doit se taire là-dessus. On doit montrer ces images-là. On ne va pas dire que voilà, on ne va pas montrer les images parce que les Congolais, pour ne pas heurter les sensibilités. Non, il faut justement heurter les sensibilités pour que les sensibilités comprennent que non, nous sommes en guerre. On doit se rendre compte, aux quatre coins de notre pays, que nous sommes en guerre. On doit se rendre compte que les pays occidentaux, ils ont leur point faible aussi, c'est leur opinion. Comment nous organiser pour travailler avec les opinions dans ce pays-là, pour que ces opinions-là se mettent debout. Ça, c'est une chose. Si nous faisons ce travail-là et que nous stoppons notre production de minerais, parce que nous ne mangeons pas le cuivre, on nous tue tous les jours, stoppons un peu tout ça et un pas en arrière et réfléchissons. On verra que nous avons la possibilité de faire stopper cette guerre-là. Mais seulement que le gouvernement ne fait pas, à mon point de vue, tout ce qu'il faut pour que ça puisse cesser. Alors, une question avant de passer au deuxième dossier de ce soir. Que pouvons-nous encore attendre des Luanda et des Nairobi? Mais il n'y a rien à attendre que des Luanda et des Nairobi. Toutes ces discussions-là, attendez, les M23 là, et même le Rwanda, ils ont combien d'effectifs comme militaires? Ils ont quoi? Ils n'ont pas grand-chose. Donc, si nous mobilisons, d'abord la RDC, c'est un pays, étant donné, la Corée du Nord a 25 millions d'habitants. Et la Corée du Nord a 1 250 000 soldats, plus les réservistes. Aucun pays du monde n'est prêt à attaquer la Corée du Nord, parce qu'en plus, ils ont investi dans l'armement. La RDC peut avoir une armée de 1, 2, 3 millions de soldats. Nous avons la jeunesse, nous avons de quoi les nourrir. Nous avons un pays qui peut produire suffisamment. L'armée peut se nourrir elle-même et on peut avoir des ingénieurs agricoles de l'armée, on peut avoir des professeurs d'université de l'armée, tout ce que vous voulez, qui peuvent se lancer dans des fermes, produire à manger pour nourrir les militaires. Et à ce moment-là, quelque part, avec une forte armée en nombre, avec un effectif important, on va automatiquement décourager quiconque aurait des velléités de marcher sur les pieds. Donc, moi, je pense que nous devons nous investir. Ce qu'il faut la guerre, c'est l'Occident. Pourquoi il faut l'Occident? Parce qu'ils veulent soit contrôler notre pays, à défaut, le morceler. Pourquoi? Parce qu'en face d'eux, il y a la Chine, il y a la Russie, et ils ne sont plus en mesure aujourd'hui de dominer la Chine sur le plan économique, ni la Russie sur le plan militaire. Alors, il faut qu'ils contrôlent les minerais du Congo et qu'on ne laisse pas la possibilité à nous, Congolais, de vendre à qui on le veut pour servir davantage notre intérêt. Le problème, il est là. Donc, si on comprend ça, alors on peut se réfléchir sur comment faire. Le problème, on fait la guerre, alors armons-nous en conséquence, mobilisons-nous en conséquence, et le Rwanda n'a aucun moyen. Et puis le Rwanda a beaucoup de problèmes internes. Kagame et sa bande de Tutsis, ils sont peut-être 15% de la population. 80% sont des Hutus. Je ne suis pas convaincu que ces 80% sont d'accord avec Kagame. Pourquoi est-ce que notre chaîne de télévision nationale, nos chaînes de télévision, ne parle pas du Rwanda et de la situation du Rwanda? Pourquoi nos chaînes de télévision ne donnent pas la parole aux opposants rwandais? Aujourd'hui, ça peut se faire par téléphone, n'est-ce pas? Donc, et on laisse comme ça, ça passe. Le Rwanda, Kagame fait 100% de votes à l'électorat. Et l'Occident applaudit parce que c'est leur homme qu'ils imposent pour nous faire la guerre. C'est eux qui l'ont formé et c'est eux qui l'arment pour nous faire la guerre, pour nous déstabiliser. Et tant que nous avons le nez sous l'eau, on ne pourra pas faire de politique économique ni sociale quelconque.